Nickel. Ok, c'est tout bon. Eh ben, bonjour Chloé, Oui, Karine. merci de venir me rejoindre dans le podcast Wild Woman. Tu es ma toute première interview. Je suis Je honorée. songeais à toi depuis longtemps parce qu'on se connaît un petit peu quand même, mais voilà. Donc écoute, pour se mettre dans le bain, moi je vais te laisser te présenter comme tu as Ouais, envie de le faire pour déjà que les gens qui nous écoutent ils sachent un petit peu qui tu es. carrément. Eh bien, alors moi, je suis Chloé. J'ai pas mal de vies différentes. Euh, en fait, je suis formatrice en marketing et en communication digitale, freelance social media manager. Donc, je travaille dans les réseaux sociaux, si je pouvais résumer ça en une phrase. Je suis aussi autrice. J'ai écrit un livre qui s'appelle Voyageuse solo, qui est un livre qui est dédié aux femmes qui veulent se lancer dans un voyage en solo. Je suis aussi depuis très peu apprentie céramiste. Voilà, si je devais résumer, quatre vies différentes, Voilà, quoi. merci. Bon, déjà, en fait, je voudrais dire qu'en fait, je te connais parce que tu es ma community manager. Oui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Et c'est là que j'ai découvert que tu avais écrit ton livre Voyageuse solo. Et en fait, quand j'ai démarré le podcast, je me suis dit un jour, j'interviewerai Chloé. Et comme il m'est venu tout de suite à l'esprit de faire mon deuxième podcast sur mes voyages en solitaire, je me suis dit, ce serait bien que ça s'enfile, en fait, les interviews sur le même thème, en fait. Voilà. Carrément. Donc, Voilà, on est en plein merci de dedans. venir nous partager toute ta richesse, tout ce que tu as à venir à partager aujourd'hui. Je suis sûre que ça va être génial et que je vais en plus apprendre plein de trucs. Ça va être super. D'accord. Mais vraiment, merci à toi. Avec plaisir. Déjà, je voudrais que tu nous parles un peu plus avant de ton livre. Ouais, Euh, voilà, tout ce que tu as à nous dire dessus, puis après, moi, j'aurai d'autres questions. ok, ça marche. Bah, alors en fait, ce livre, c'est un projet au départ qui est né de mon expérience personnelle. Je rêvais depuis très longtemps de voyager seule. C'était vraiment un objectif pour moi. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi, mais vraiment, c'était foncièrement quelque chose dont j'avais besoin. Et je me suis toujours dit, voilà, après mes études, quand j'aurai fait mon master, je pars toute seule. Et mon rêve, c'était de voyager en Nouvelle-Zélande. C'est toujours mon rêve. Malheureusement, j'ai pas pu partir parce que bah, c'est tombé en 2020, la meilleure période pour voyager, évidemment. Et donc, du coup, j'ai dû changer mes plans. Et vraiment, j'ai tout fait pour pouvoir partir seule, même pendant cette période un petit peu d'incertitude pendant le Covid. Et je suis partie en Europe. Et ça a été une expérience vraiment incroyable. Donc, je suis partie 6 semaines en tout pour mon premier voyage solo. Et quand je suis rentrée de mon voyage, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui me demandaient, voilà, c'est trop bien de voyager seule. Moi, j'aimerais trop, mais j'ose pas. Je sais pas comment je pourrais faire. Enfin, je m'en sentirais incapable. Ou alors, enfin, voilà, il y avait toujours un peu les mêmes problématiques qui revenaient, souvent liées à la peur d'être seule, à la peur d'être en insécurité, souvent. Des questions aussi qui sont liées à la confiance en soi, c'est-à-dire je ne me sens pas capable j'ai peur de ne pas savoir m'orienter toute seule, j'ai peur de ne pas savoir gérer telle ou telle situation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et à tous les âges. C'est-à-dire, il y avait vraiment plein de femmes enfin, d'environs très différents et donc d'horizons très différents, pardon. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, bah, je vais commencer par répondre un peu à toutes ces questions, une sorte de PDF. Enfin voilà, je savais pas trop quelle forme ça allait prendre. Je voulais faire un e-book, mais je savais pas trop encore à quoi ça allait ressembler. Et puis j'ai commencé à écrire et là j'ai eu une pub sur Instagram de Ulule. Alors pour ceux qui connaissent pas, celles et ceux qui connaissent pas, c'est une campagne, enfin c'est une plateforme pour faire des campagnes de crowdfunding. Donc en gros pour financer des projets qu'on a envie de réaliser et quand on n'a pas trop les fonds pour le faire et qu'on a envie d'être soutenu financièrement par des gens. Et donc, j'ai Ulule en fait proposé de faire une sorte de campagne, de réaliser une campagne pour les femmes qui portaient des projets à destination des femmes. Et je me suis dit, bon, bah, ça tombe bien, je suis en plein dans le sujet parce que bah, moi, je suis une femme et je fais un projet pour les femmes, donc je vais tenter ma chance. Et en fait, c'était une sorte de concours et en fait, tu devais te filmer pendant 8 minutes, pitcher ton projet. Et après, bah, tu pouvais être lauréate et donc remporter l'appel à projet avec Ulule qui était en partenariat avec Contrex. Et donc, l'idée à la fin, c'est que tu pouvais bah, avoir une partie du financement, une campagne, de ta campagne de crowdfunding, une vidéo de promotion, etc. Et j'ai gagné.
Donc j'étais trop contente et ça a complètement projeté le projet à un niveau au-dessus en fait. C'est-à-dire qu'au départ, j'envisageais pas du tout de distribuer le livre, d'en faire un vrai e-book, de le vendre et tout. Je pensais juste vraiment en faire un PDF quoi. Et là du coup, bah, je me suis dit, bon bah très bien, on va vraiment faire un e-book que je vais auto-éditer. Donc on a fait la campagne de crowdfunding avec Lully Contrex, on a financé le projet. Et l'e-book est sorti un an après, donc en mai 2022. Voilà, en mai 2022, l'e-book est sorti. Et un mois après, j'ai été contactée par une maison d'édition, la maison d'édition Kiwi, qui a voulu, enfin, qui m'a proposé d'éditer le livre en format papier. Et donc là, encore au-dessus, le niveau est passé encore au-dessus. On est passé d'un e-book à un livre papier, édité en librairie, enfin publié en librairie. Et voilà, c'était trop, trop génial. Et donc, on a travaillé pendant 8 mois avec la maison d'édition pour sortir le livre en version papier, donc dans toutes les librairies. Et il est sorti là au mois de juillet, donc en Cultura, Fnac, il est un petit peu partout. Et voilà, en gros, sur un peu l'histoire du livre, concrètement. D'accord. Ouais, bah, c'est un sacré cheminement. Moi, je t'ai connu uniquement quand tu étais en train de finir la version papier. Donc, Ouais, je m'imaginais pas tout ça derrière ça, qu'on n'en avait pas plus discuté que ça. Et ouais. c'est super intéressant quand d'un coup, tu as un projet porteur et finalement qui intéresse beaucoup de gens parce que tu es au bon endroit, il y a plein de choses, plein de portes qui s'ouvrent et finalement, ça prend des proportions où tu te laisses complètement emmener tu surfes sur la vague, quoi. Hein. Complètement. En fait, vraiment, j'aurais jamais imaginé il y a 2 ans et demi de me dire ce livre allait être en librairie, quoi. C'était pas du tout mon projet au départ. Et bah Mhm. ouais, comme tu dis, les opportunités se sont présentées et puis Et puis hop. c'est ça. Pour toi, d'écrire ce livre ou ce PDF au départ, c'est bon pour répondre aux questions qu'on te posait, que les femmes te posaient, mais est-ce que tu avais une autre motivation derrière, notamment dans la transmission que tu voudrais faire aux femmes? Ouais, tout à fait. En fait, j'avais l'impression que j'avais aussi besoin d'accoucher de certaines choses, d'expériences que j'ai vécues, de choses qui m'ont énervée, qui m'ont mise en colère, qui m'ont choquée. Et je pense que au départ, l'idée du livre, c'était vraiment de donner des conseils parce que j'avais vraiment envie que les femmes puissent se lancer. Je me suis dit, si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Et c'est trop important, je trouve, en tant que femme, de s'accorder ça. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on se dit, voilà, on n'est pas capable d'eux, ou voilà, parce qu'il y a l'insécurité, je vais m'empêcher de faire ou telle chose, telle ou telle chose. Et moi, ça me rend folle. Je me dis, c'est tellement pas normal qu'on soit bloqué à cause de problèmes de ce genre-là. C'était vraiment mon objectif. C'est vraiment que, c'est la promesse du livre, c'est de rendre le voyage solo accessible à un maximum de femmes. Et je pense aussi que d'un point de vue très personnel, ça m'a apporté beaucoup parce que quand le livre est sorti en format numérique, j'ai vraiment eu l'impression d'accoucher d'un truc. Alors déjà parce que c'est vrai que c'est très laborieux, bah, tu sais, hein, tu le sais bien toi qui écris aussi ton livre très laborieux d'écrire un livre, ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup de donner de soi. Euh, et je pense que ça m'a aussi, au fond de moi, je pense que quand je l'ai fait, c'était aussi pour exprimer des choses que j'avais ressenties pendant ce voyage et de les poser vraiment sur le papier parce que finalement, ces choses-là, tu ne les partages pas pendant le voyage. Et même si tu en parles, tu racontes des anecdotes, c'est pas pareil que de l'écrire et de te dire, voilà, je pose les choses sur le papier, je mets des mots sur ce que j'ai ressenti et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. D'accord. C'est comme un journal de bord que tu as écrit après coup finalement. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis l'idée, c'était pas de. Je me suis vraiment dit que quand je l'ai écrit, je me suis dit, je veux pas que ça soit que par mon biais. J'avais pas envie parce qu'il y a des livres sur le voyage solo féminin, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, dans le format que j'ai fait, il n'y en a pas. Mais il y a déjà des récits de voyage solo au féminin. Ça existe et il y en a. Et je voulais pas faire un récit de mon voyage. Je voulais vraiment que ça soit Mhm. le récit de plein de femmes. Parce que je me suis dit, il y a plein de façons de voyager seule. On est toutes différentes dans ce qu'on recherche dans le voyage, dans notre façon de fonctionner, notre personnalité. Et je voulais vraiment que n'importe qui puisse se retrouver dans le livre, en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas partie que de mon expérience. J'ai des moments dans le livre où je parle de mon expérience, des anecdotes que moi j'ai vécues, des ressentis que moi j'ai eus, mais je voulais vraiment me baser sur un travail de recherche. Donc c'est pour ça que pendant Mhm. un an, quand j'ai écrit le livre, j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai interviewé beaucoup de femmes, j'ai posé plein de questions, j'ai lu beaucoup d'articles. Je me suis vraiment documentée pour pas que ça soit l'histoire, enfin c'est pas voyager seule par Chloé de Maison, mais voyager seule, vraiment. D'accord. Ok. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Si, excuse-moi. si, tu as parfaitement répondu à la question. Hein. Je trouve ça super intéressant. Après, quand je dis d'accord, ok, c'est que je suis en train d'assimiler ce que tu es en train de dire. Quoi. Ah Non, mais parce que j'ai compris. ouais, il y a un gros travail de recherche. Moi, je n'ai pas fait ça pour mon livre. C'est ça. Je suis en train de me dire, ah ouais, c'est pas le même type de boulot. Oui, de toute Non, mais façon, c'est super
intéressant parce que finalement, ton livre, il centralise plusieurs expériences pour Ouais. l'enrichir et pour divulguer un message qui n'est pas juste ton expérience personnelle sous ton propre prisme, mais qui est vraiment une étude empirique, en fait. Ouais, complètement. C'est totalement ça. C'est vraiment ça. J'ai fait une étude quantitative avec un questionnaire que j'ai envoyé à des femmes qui n'avaient jamais voyagé seules pour comprendre leur peur. Donc là, je crois que j'ai eu 150, 200 réponses à peu près. À mon avis, j'en vais avoir beaucoup plus maintenant parce que ça fait 2 ans qu'il tourne le questionnaire. Et j'ai fait une étude qualitative, là vraiment, où j'avais un questionnaire, une trame, et je faisais des interviews d'une heure et demie. Et là, j'ai interviewé 17 femmes en tout, je crois. Et après, je me suis Mm. arrêtée parce que ça demande beaucoup de temps, puis après, il fallait tout retranscrire, Ouais. etc. Et puis, ouais, je me suis inspirée aussi des récits que j'avais de femmes quand je voyageais seule. J'ai rencontré plein de femmes qui voyagent seules. Donc, je me suis inspirée aussi de leurs récits, de leur parcours. Et puis je trouve que ça nourrit aussi c'est ça qui m'a nourri dans le livre en fait. C'était que si j'étais partie que de mon biais à moi, il y a plein de filles, enfin, par exemple, où moi je dis, bah moi j'ai vécu de l'insécurité constamment. Et il y avait des filles qui m'avaient dit, bah moi pas du tout. Moi jamais je me suis fait embêter. Et pourtant on a le même âge, on a voyagé dans le même pays. Mm. Et voilà, on n'a pas ressenti la même chose. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment me documenter un maximum pour pas que ça soit uniquement mon récit à moi, quoi. Parce que ça aurait été trompeur, je pense. Ouais, nickel. Et du coup, j'aimerais bien savoir où tu es partie, parce que tu as parlé d'un voyage de 6 semaines et puis d'autres voyages, qu'on puisse toutes se rendre compte des différents endroits que tu as visités, en fait, pour vraiment ouvrir un truc. Ouais, complètement. Alors, quand j'ai écrit le livre, c'était vraiment juste après mon premier voyage solo. Et entre-temps, j'avais pas trop revoyagé seule. Donc, je suis partie du coup en Europe, parce que je pouvais voyager qu'en Europe. Donc, j'ai fait Mhm. l'Italie, la Grèce et Malte. Après, je devais faire le Portugal, les Pays-Bas. Je devais vraiment partir beaucoup plus. J'étais censée partir 3 mois au départ. Et puis, en fait, je suis partie fin septembre 2020 et j'ai dû rentrer en novembre parce que c'était la deuxième vague, ou deuxième ou troisième vague, je crois. Emmanuel a parlé et a dit, bah voilà, il faut tous rentrer. Donc, je suis rentrée. J'ai dit, bon, ok. Et je suis rentrée du coup parce que j'avais peur de rester bloquée, de ne pas pouvoir rentrer pour Noël et tout ça. Donc, je suis rentrée plus tôt. Mhm. Et du coup, dans le livre, je parle que de ce voyage-là, de mon expérience-là. Et après, je suis repartie l'année dernière. Je suis partie alors, en Polynésie, mais pas toute seule, pendant 2 semaines. Et après, j'ai fait une semaine toute seule à San Francisco. Et après, là, cette année, j'ai pas mal voyagé, mais en voiture, en road trip toute seule. Avec alors, une voiture semi-aménagée, c'est-à-dire j'avais pas du tout un fourgon, j'ai une Renault Capture. Je plie les sièges et je mets un matelas gonflable, quoi. Mais On si tu est fais pas la même taille que moi, ça passe, quoi. vraiment. Si tu fais pas la même taille que moi, ça passe, quoi. Ouais, bah voilà, et franchement, écoute, je rentre pile poil, hein, la tête et le pied rentrent nickel. Mais ouais, c'est pas aménagé, mais franchement, ça le fait largement. Et du coup, je suis partie en Espagne, je suis partie en Camargue, j'ai fait. Là, je me suis arrêtée parce qu'après, il faisait trop chaud cet été. Mais voilà, j'aime bien voyager comme ça aussi, pas très loin de chez moi, voilà, à 3 heures, 4 heures de chez moi. Mais au final, ce qui est fou, c'est que même si je partais dans ma voiture et que j'étais en Camargue, je me sentais parfois plus vulnérable qu'en étant partie à San Francisco pendant une semaine toute seule. Parce que c'est pas du tout le même voyage, déjà, tu es dans ta voiture. Donc, ouais, tu sais pas trop ce qui peut se passer, tu es très isolée, tu es toute seule sur un champ en train de dormir. Tu connais ça aussi. Ouais, Donc, ouais, oui. tu te sens vulnérable en fait. Et je me suis sentie parfois plus vulnérable en Camargue qu'à San Francisco, alors que San Francisco, c'est quand même connu pour être une ville un peu chaud. Donc ouais, voilà, un petit peu pour les voyages. Donc j'en parle un petit peu, je parle un petit peu de ça, puis je parle aussi beaucoup des voyages des femmes que j'ai interviewées, quoi, essentiellement. Mhm. Et moi, ce qui m'intéresse, ça reste ton expérience parce que c'est toi que j'interviewe. Est-ce que tu as un ou deux souvenirs, une ou deux anecdotes de voyage qui t'ont Ouais. marqué et ou aussi qui t'ont fait grandir que tu pourrais nous raconter? Ah, Auxquels les filles qui ont déjà voyagé peuvent s'identifier ou savoir à quoi s'attendre aussi. Parce qu'on des fois, on est souvent sous le prisme de la peur. ouais, Et c'est aussi le principe de mon podcast, mais c'est le principe de pourquoi je t'ai invité pour parler aussi, pour démystifier les choses. Et en fait, on est tout le temps en train de regarder la peur, de la démystifier, mais parfois on oublie ouais, mais on trouve ça d'hyper chouette aussi. Et ouais, c'est si tu peux nous relater, toi, voilà, des anecdotes qui ont été chouettes, et puis des trucs qui t'ont appris en tant que femme, et ouais, qui t'ont fait grandir en tant que personne, quoi. carrément.
Alors, il y en a quelques-unes. Alors, j'essaie de réfléchir dans l'ordre dans lequel je vais te les proposer. Il y en a une, ouais, il y a tellement, il y a plein de moments, puis c'est cool parce que ça fait, je crois que ça va faire 2 ans et demi que je suis partie, que mon voyage l'ai fait. Donc ça fait plaisir de se remémorer tout ça. Il y a un moment, il y a un moment qui m'a un peu marqué parce que je pense que quand je suis sortie un peu de mes études, j'étais dans ce cadre très scolaire, très perfectionniste. Je le suis encore, hein, mais je me soigne. Très scolaire, très petite fille sage, très faut pas demander trop, faut pas déranger les gens, il faut pas. J'étais très peu dans le oser et j'osais pas déranger. Voilà, c'était quelque chose qui était très ouais, je sais pas si c'était de la timidité ou pas parce que globalement je suis assez sociable, voire plutôt sociable, mais j'avais ce truc, j'avais toujours peur de déranger les gens. Et il y a eu enfin, un moment où ça m'a vraiment aidée, enfin, où j'ai vraiment eu un déclic, je pense. J'étais sur une île, alors c'était Naxos, c'est une des îles Cyclades en Grèce. Et j'ai fait une sorte de petit, comment dire, un petit voyage là sur les îles grecques là pendant une semaine. Et je suis tombée sur Naxos, qui est l'une des plus grosses des îles Cyclades. C'est la plus grosse île, enfin île des îles Cyclades. Et l'île, elle est déserte, quoi. Il n'y a rien, enfin, il y a du sable à perte de vue, enfin, il y a que de la pinette, enfin, c'est très peu peuplé. Et en plus, pendant le Covid, bah, il y avait très peu de touristes. Je crois qu'on, dans le bateau, on était très peu à arriver sur Naxos. Et les gens, on voyait qu'ils n'étaient pas habitués à recevoir beaucoup, beaucoup de touristes, ou en tout cas plus habitués. Et donc, je m'étais dit, bah voilà, j'ai pris un hôtel, parce qu'il n'y avait pas d'auberge de jeunesse là-bas. J'ai pris un hôtel qui était au bord d'une des plages les plus connues là-bas. Sauf que, là, en gros, grossièrement, le port était là et l'hôtel était ici. Et mine de rien, à pied, il y avait 7 heures de route. Sauf que ça, j'avais pas du tout pensé. Pas du tout. Et l'hôtel était éloigné de tout. Mais vraiment, en fait, il y avait un peu le marketing sur Booking en mode plage magnifique, super et tout, accessible, machin en transport. Mais en fait, il n'y avait pas de bus. Il n'y avait que des taxis et je restais 5 jours là-bas. Je dis, mais j'ai pas de moyen de locomotion, il n'y a pas de bus, je vais pas prendre un taxi à chaque fois que j'ai envie de sortir de mon hôtel. Et puis l'hôtel était mais perdu. Mais dans la pampa, il y avait rien, quoi. Il n'y avait même pas de quoi s'acheter à manger, c'était vraiment paumé. Et du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis, bah, il va falloir que tu loues une voiture, quoi. Donc je loue une voiture, une Fiat Panda, mais un truc tout pourri, à moitié déglingué. Je me dis, bon, je suis pas sûre que ça va tenir trop la route, mais bon, au moins, en 20 minutes, je faisais la route pour aller à l'hôtel, quoi. Et puis, au bout du deuxième jour, la voiture me met problème de pression des pneus, quoi. Et je me dis, bon, en fait, les pneus étaient lisses, donc je me sentais bien que je m'étais fait avoir. Donc, je regarde sur le site et je vois en fait que c'est une arnaque, qu'il y a beaucoup d'arnaques dans cette concession qui loue des voitures et qui font exprès de pas changer les pneus pour que tu crèves. Et en fait, c'est toi enfin, les pneus sont à ta charge, quoi. En gros, c'est à toi de te payer les pneus. Donc, ils attendent juste une chose, c'est que le touriste, il éclate le pneu et qu'il change le pneu, comme ça, eux n'ont pas besoin de les changer. C'est assez courant. Et du coup, ça me saoule, je suis dégoûtée parce que, bah, en fait, je suis partie, j'avais quasiment pas de thunes. Et je me dis déjà, là, louer une voiture, pour moi, c'était exploser le budget. Alors là, je me dis, si je dois changer les pneus, je vais pas m'en sortir, quoi. Puis en plus, il n'y avait pas de garagiste, enfin bref. Et du coup, j'en parle au gars de l'hôtel. Je lui dis, écoutez, enfin, là, à mon avis, je vais crever et tout. Il me dit, bah ouais. Il me dit, je suis désolée, moi, j'ai pas de pompe et tout. Il va falloir aller chez quelqu'un et tout. Et demander à faire réparer le pneu, quoi. Et moi, ça m'a angoissée. Mais à l'époque, pour moi, ça, c'était inimaginable d'aller demander de l'aide à quelqu'un que je connaissais pas dans une langue. En plus, ils parlaient pas anglais, ils parlaient tous grec. Alors, bon, le grec, je parle pas du tout grec. Pour moi, c'était à l'époque, enfin aujourd'hui, avec le recul, je me dis franchement, c'est que dalle. Enfin, c'est nul, tu vois, Mm. comme action de demander à changer l'air des pneus. Mais là, de le demander, pour moi, à l'époque, c'était totalement énorme, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire arnaquer, je suis une touriste, je suis une fille, c'est sûr qu'ils vont me faire payer des milliers et des cents, ils vont vouloir me changer les pneus et tout. Et en fait, je suis juste arrivée sur un coin pauvre, dans une station essence toute perdue. Et en fait, il y avait un gars, un vieux monsieur assis sur une chaise en train d'éplucher son orange. Et j'arrive, il me dit, ah, Calimera et tout. Bon. Il me dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, en grec, j'essaie de comprendre un peu. Ça faisait déjà 2 semaines que j'y étais, donc je comprenais globalement ce qu'il me disait. Et là, j'essaie de lui expliquer avec mon anglais approximatif, voilà, que les pneus étaient crevés. Le mec comprend rien, il appelle sa femme.
Sa femme arrive, je lui sors la même chose. Bon, elle comprend plus ou moins. Et le mec m'a juste regonflé la pression des pneus et c'était normal. Enfin, ça paraît trop bête comme anecdote. Mais pour moi, je me suis dit, mais en fait, il suffit juste de demander, quoi. Enfin, c'est tellement simple. Enfin, et en fait, j'ai commencé vraiment à me dire, mais tu te prends la tête pour rien parce que je veux toujours me débrouiller toute seule pour pas déranger les gens. Donc là, typiquement, je me suis dit, bah tant pis, je vais devoir aller chez le garagiste, payer pour pas aller demander parce que j'osais pas demander à ce qu'on regonfle les pneus, quoi. Et finalement, le mec m'a rien fait payer et tout. Et ça m'a fait stresser pendant une journée pour ça. Et ça, je sais qu'on est nombreuses à avoir ça, à avoir peur de déranger, surtout quand tu es encore toute étudiante et tout, t'oses pas déranger les gens. Et moi, ça m'a assez marqué, en fait, ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment très simple de demander aux gens de l'aide. Et c'est OK de demander de l'aide. Et c'est trop... Voilà. Donc ça m'a marqué. C'est tout con, hein, comme anecdote. Mais Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est ce que je disais dans mon podcast précédent. Il faut demander, quoi. Surtout qu'il y a ouais, beaucoup d'hommes et même beaucoup d'Européens, d'Occidentaux qui voyagent, qui sont. Parce qu'en fait, on a une image de on va se faire agresser par tous les mecs. En fait, je pense ouais, il y a un truc qui s'extrapole dans le mental des femmes quand on voyage, enfin, on devient monofocus et puis en anticipation négative complète. Alors que moi, je me suis souvent fait aider aussi par des Européens parce qu'ils voient une femme toute seule et ils l'aident, ne serait-ce qu'à monter un sac lourd, etc. Et en fait, même les autochtones, ouais, les autochtones, disent ça comme ça, mais oui, c'est ça, c'est des autochtones. Même la barrière de la langue, en fait, ils comprennent et souvent on se dit ouais, mais je parle pas la langue. En fait, on est tout en train de se trouver. C'est pas que les femmes, mais en plus du reste des limitations qui n'ont absolument pas lieu d'être, parce que la plupart des pays qu'on va visiter, en fait, on croit qu'on va demander à se refaire regonfler les pneus au centre de Paris, où on va à peu près se ouais. faire jeter, tu vois. Alors que Ça, c'est pas c'est du tout le exactement ça. cas, quoi. Totalement ça. C'est exactement ça. C'est qu'on a vraiment des barrières psychologiques puis qui sont débiles, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais t'es trop débile, quoi. C'est juste regonfler des pneus, c'est pas la mort, quoi. Et ça m'a totalement, sur le reste de mon voyage, ça a fait vraiment un déclic. C'est-à-dire même pour demander la route, pour demander... Mais en fait, juste demande. Enfin, les gens sont gentils, quoi. Enfin, et comme tu dis, moi, j'avais peur, effectivement, de tomber sur un mécano, un mec qui allait me dire, bah non, il faut changer les pneus, et puis m'en sortir avec 400 balles de pneus et pas pouvoir rentrer parce que j'avais plus de thunes pour rentrer. Et en fait, le mec a dit, mais non, mais c'est bon, on s'en fout. Enfin, je t'ai juste regonflé les pneus, je vais pas te demander d'argent. Et le mec, enfin, et comme tu dis, on a beaucoup, on psychote beaucoup au début parce qu'on se dit, ouais, n'importe, enfin, c'est des mecs qui vont vouloir m'entuber parce qu'ils voient que je suis une meuf et en fait, pas toujours. Enfin, ça peut arriver, mais voilà, pas toujours. Et de toute façon, tu le sens. Tu commences à, enfin, au bout d'un moment, tu sens quand tu as envie de t'entuber, quand on va t'entuber et que tu vas te faire arnaquer ou que, enfin, c'est des choses que tu développes en fait. Ton flair, tu le développes pendant que tu voyages seul. Et je pense que aujourd'hui, ça m'a beaucoup apporté parce que maintenant, j'ose tout en demander. Enfin, c'est même plus la question, se pose même plus quoi, pas comme à l'époque. Et automatiquement, je le sens quand il y a un truc qui va pas, qui cloche quoi. Et cette expérience-là de oser plus demander, tu l'as aussi ramenée dans ta vie de tous les jours en France? Carrément. Bah carrément aujourd'hui, enfin, j'ose demander, mais pour des trucs tout cons, hein, même tu vois, pour faire de la prospection par exemple, c'est tout bête, mais prospecter, demander aux gens, présenter mes offres, me mettre en avant en fait. Je pense que c'est ça qui me dérangeait aussi dans le fait de demander, c'est que je me mettais en avant. Et ça, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup parce que j'avais pas envie de prendre trop de place, pas envie de me montrer trop, parce que je trouvais que ça se faisait pas, que c'était pas poli. Je pense que c'est parce que c'est notre éducation, hein, enfin, dans Ouais, la société hein, qui fait ça. Hein. je pense Euh, aussi. Ouais. ouais, complètement. Et en fait, d'oser me montrer, de dire bah bonjour, je fais ci, je fais ça, ou est-ce que vous seriez intéressé pour faire ci, pour faire ça? Et bah ça, maintenant, c'est devenu assez naturel pour moi. Et ça, avant, pour moi, c'était totalement inimaginable. Et je pense que d'avoir été à mon compte, je l'aurais sûrement pas osé le faire si j'étais pas partie en voyage avant. Parce que pour la petite histoire, j'ai voyagé. Aussi parce que j'avais beaucoup de réflexions sur ma vie professionnelle. En fait, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. J'avais mon master en marketing, mais je savais pas comment je voulais exercer ce métier parce que je voulais exercer ce métier qui soit en accord avec mes valeurs. Et pourtant, le marketing, c'est pas... Voilà. Et je voulais vraiment utiliser ça pour faire des choses bien. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux le faire? Parce que quand je regardais les postes en CDI, je me suis dit, mais enfin, je me vois pas bosser dans une usine de fromage et vendre du fromage, quoi. Enfin, tu vois, c'est con, mais
Et quand je suis rentrée, j'ai eu le déclic. Je me dis, bah, en fait, je pense que je vais juste travailler pour des gens qui ont des projets qui me parlent, qui ont du sens pour moi. Et Mhm. ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et j'aurais jamais osé me lancer en freelance et à monter ma propre entreprise si j'avais pas fait ce voyage. J'en suis persuadée. J'aurais voulu rester dans le cadre Voilà. et j'aurais sûrement pas osé. Il y a plein de choses que j'aurais pas osé faire. Il y a plein de choses. Enfin, je pense que je serais restée dans un cadre de travail très classique. J'aurais sûrement peut-être, enfin, peut-être, hein, je serais tombée peut-être sur des managers. Je me serais laissée faire très facilement. Là, aujourd'hui, je prends plus facilement du recul et j'ai rencontré des gens qui m'ont encore appris à prendre plus de recul. Et ça c'est sûr que le voyage m'a permis ça, en fait, aujourd'hui. Dans mon travail, dans ma vie quotidienne, sur tout, ça m'a appris à communiquer, à dire les choses. Ça, avant, c'est quelque chose que je ne pouvais pas du tout faire, quoi. Donc ça c'est vraiment précieux pour ça, le voyage. Mhm. Bah, c'est là où je frétille avec ta réponse parce que c'est aussi l'idée que je veux véhiculer. Alors déjà que chacune ose, que ce soit le voyage ou que ce soit autre chose dans sa vie, mais en plus, j'ai pu remarquer, je ne sais pas si tu as pu le remarquer aussi, qu'il y a des personnes, des femmes aussi, qui se disent oui, bon, bah, je vais voyager et après, ça va rien m'apporter, ça va pas changer ma vie, j'aurais juste été à l'autre bout du monde, dépenser de la thune. Il y a aussi des croyances limitantes comme ça. Pour certaines femmes qui ont déjà des enfants, c'est oui, mais ma priorité, c'est mes enfants. Là, c'est du luxe ou c'est complètement égoïste, etc. Alors qu'en fait, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'on vient avec une richesse qu'on vient ramener à notre famille, qu'on vient ramener à notre environnement, qu'on vient ramener à notre travail et on revient transformer dans notre vie de tous les jours, en fait. Complètement. Mais c'est complètement ça, c'est que, en fait, tu reviens, alors oui, tu as moins de thunes. Ça, Ça, c'est c'est sûr. tu Ça, c'est une repars, valeur sûre. c'est ça. T'arrives, t'as de la thune, tu repars, t'as plus de thunes. Ça, c'est sûr. Et puis tu reviens avec plus d'affaires généralement. Mais, Oui. euh, mais par contre, ouais, tu reviens tellement plus riche. Et souvent, on se dit, ouais, c'est un cliché, mais totalement d'accord, je te rejoins totalement. J'ai beaucoup de filles qui m'ont dit, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu un cliché de dire que le voyage solo, ça t'apporte parce que tout le monde dit ça, machin. Et en fait, non, enfin, en tout cas, moi, ça m'a apporté. Et ça, j'en parle dans le livre aussi parce que c'est vrai que la question que je me suis beaucoup posée, c'est est-ce que c'est fait pour tout le monde, le voyage solo? Donc là, je suis désolée, je bifurque sur une autre idée. Tu n'hésites pas à Non, me dire. vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, continue. euh, je me suis beaucoup dit, en fait, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Parce que parfois, j'ai des filles qui m'ont dit, ouais, mais moi, vraiment, voyager seule, je crois que j'en serais pas capable parce que j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui je peux parler et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, est-ce que vraiment tout le monde peut voyager seul? Est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Alors, tout le monde peut voyager seul, ça c'est sûr. Par contre, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Bah, moi, du coup, dans le livre, j'ai répondu non. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui, bah voilà, ça leur plaît pas. Et j'ai tombé sur un article sur Libération, je crois. Ils avaient fait une enquête sur les femmes qui avaient voyagé seules et qui avaient détesté. Et j'avais trouvé ça trop intéressant parce qu'il y avait le témoignage d'une fille qui disait, bah moi j'ai voyagé seule parce que tout le monde disait que c'était trop bien et je suis rentrée et j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, je me suis sentie seule, j'ai pas apprécié d'être seule, j'ai pas réussi à apprécier la solitude, je me suis trop sentie en insécurité et j'ai pas apprécié le voyage. Et du coup, elle est rentrée. Et elle disait, oui, je pense que les filles gardent beaucoup ce qui est positif dans le voyage quand elles rentrent, ce qui fait qu'elles disent que le voyage solo, c'est bien. Et moi, je pense que il y a des gens pour qui la solitude, c'est bon, voilà, quand t'es pas préparé ou alors quand t'es pas bien. Quand tu pars et que t'es pas bien, bah parfois, il faut pas oublier que tu traînes tes casseroles aussi, même si tu pars à l'autre bout du monde, hein. Ça, c'est sûr que quand tu as tes casseroles, elles seront toujours là, tes casseroles. Et moi, j'étais partie parce que j'avais envie de traîner mes casseroles aussi et de les réparer un peu là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Et je le dis bien dans le livre, j'ai attention, voilà, je dis pas que vous allez partir et que ça va vous plaire et que ça va être extraordinaire. Je pense qu'il faut partir en se disant, voilà, pourquoi est-ce que je pars? Pourquoi ce voyage il est important pour moi? Pourquoi j'ai envie de voyager seule? Et qu'est-ce que j'ai envie de chercher dans ce voyage-là? À titre personnel, moi, je venais de sortir de mes études et juste avant de commencer mon master, j'ai perdu mon petit frère et j'avais vraiment besoin de travailler sur ce deuil parce que pendant mes études, en fait, j'ai foncé tête baissée parce que je me suis dit, OK, si je relâche maintenant, je vais arrêter mes études et je sais pas où je vais finir. Donc, du coup, j'ai foncé. J'ai bossé pendant 2 ans comme une dingue, j'ai fait 2 mémoires, enfin, j'ai bossé parce qu'il fallait pas que je réfléchisse. Et je me suis dit, là, je vais vraiment prendre le temps d'avoir ce recul que j'ai pas pu avoir pendant 2 ans. Et je suis partie pour ça au départ. Et après, il y avait aussi toute la question autour du travail, machin, de la vie que j'avais envie de mener parce que je savais pas où j'en étais, etc. Et j'étais partie chercher ça.
Et c'est ça que je suis partie traiter en fait pendant ce voyage. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a aidé, vraiment. Après, je pense que c'est important de savoir que si on part, parce que par exemple, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, voilà, moi je suis en divorce ou je viens de me séparer de mon compagnon, ça faisait 10 ans que j'étais avec, j'ai besoin de partir. Il faut savoir que ça peut être difficile. J'ai des femmes que j'ai interviewées dans mon livre qui sont parties après un divorce ou une séparation difficile. Et pendant 2 semaines, il y en a qui m'ont dit, bah moi, pendant une semaine, je suis restée clouée au lit à pleurer, quoi, parce que ça allait pas. Mhm. Il faut accepter que le voyage solo, ça peut être ça aussi. Ça peut être, c'est une thérapie. Enfin, moi, clairement, ça a été une thérapie pour moi, quoi. Donc, il faut pas, voilà, il faut avoir conscience de ça. Et voilà, enfin, je pense qu'il faut réfléchir à pourquoi est-ce que tu pars, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce voyage. Et il faut aussi se dire que ça peut ne pas être facile, que il va y avoir des moments difficiles. Pas forcément, mais en tout cas, ça peut. Et voilà, je pense que c'est important de partir avec cet état d'esprit-là aussi. Mhm. Ça reste une sortie de zone de confort, donc il y a une difficulté qui est peut-être pas forcément énorme, mais qui est là et qui est inhérente à ce genre de voyage, quoi. Totalement, totalement. Et puis il y a des femmes qui divorcent et pour qui le voyage, c'est la révélation, hein. Moi, je suis partie à chaque fois, je me suis séparée. Ah Et c'est le ouais, et truc qui c'est m'a ça, fait hein. le plus de bien. C'est clair. Ouais. C'est libérateur en fait, je pense, parce que bon, Ouais. enfin, la plupart me disent ça. Alors, dans un des interviews que j'avais mené avec une voyageuse solo, elle m'a dit, bah en fait, je voyageais qu'avec mon compagnon pendant 7 ans, parce qu'elle faisait de la plongée avec son compagnon, et elle était passionnée de plongée, et elle m'a dit, bah en fait, quand je me suis séparée, j'étais triste parce que je pouvais plus faire les voyages en fait. Et elle s'est dit, mais en fait, c'est con, je peux faire sans lui. Et elle avait Mhm. besoin, tu vois, de partir et de dire, je suis capable de faire sans lui. Et elle est Ouais. partie en Asie, je crois, pendant 2, 3 mois. Et elle a fait de la plongée là-bas toute seule. Et c'est elle qui m'a dit, je suis restée clouée au lit pendant plusieurs jours parce que c'était très difficile. Mais elle dit, par Mhm. contre, après, qu'est-ce que ça allait mieux? Elle dit, Mhm. ça m'a fait du bien. C'était tellement libérateur. Et c'est souvent un petit peu ça, j'ai remarqué. Je sais pas toi, du coup, comment tu les as vécus, ces moments-là. Mais la plupart me disent, voilà, au début, c'est très dur. Mais après, c'est tellement libérateur, c'est tellement incroyable Mhm. expérience. Et Bah, en fait, enfin, d'expérience, tu pleures au début, puis après, tu es dans un contexte où de toute façon, il n'y a rien qui peut te rappeler la personne. Et en fait, c'est au-delà de ça, enfin, en tout cas, de mon expérience, c'est que tu as plein de stimuli extérieurs. Donc, en fait, c'est aussi intéressant, et c'est ce que je trouve intéressant dans les voyages, c'est que au lieu d'être centré sur ton nombril, quand on va pas bien, on est très auto-centré, en fait. C'est naturel dans l'esprit. Bah, en fait, tu as des stimuli, tu as des gens qui te parlent, tu peux pas être dans la rue au milieu de l'Inde avec des tuk-tuk et des bus qui passent à fond, la morvonnée, en train de pas voir le chemin parce que tu pleures, tu es obligé d'être un peu... Et du coup, eh ben, quelques fractions de secondes, puis quelques minutes, puis quelques heures, tu arrêtes de penser à tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme si c'était un accélérateur de processus de deuil aussi, enfin, pour les personnes en deuil, quoi. ouais, complètement. Complètement. C'est tout à fait ça. Et puis tu Ouais. relâches aussi. C'est clair, hein, franchement, tu relâches. Par exemple, moi, à un moment donné, j'étais à Athènes, sur une sorte de petite colline, et tu avais une vue magnifique sur Athènes avec, et tu voyais la mer et tout. Et je sentais, tu vois, j'avais besoin de crier, quoi. Vraiment, j'avais besoin de crier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti le besoin que j'avais besoin de crier, quoi. Et là, c'est pareil, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Mais je me suis mise à hurler, comme si en fait tout le monde m'entendait, tu vois. J'ai vraiment une sorte de vue sur la ville. Et je me suis mise à hurler, mais de tout mon cœur, quoi. Alors au début, c'était un cri timide, parce que j'osais pas. Je me disais, ah, ça se trouve, il y avait des randonneurs qui vont arriver, ils vont m'entendre crier, ils vont me prendre pour une folle. Puis bah, petit à petit, je criais de plus en plus fort. Et ça m'a tellement libérée, et j'ai pleuré, ça m'a fait tellement de bien. Et je suis ressortie, j'avais vraiment l'impression de m'être libérée d'un poids. Et c'est fou, quoi. Enfin, et après, tu Mhm. penses plus. Comme tu dis, et c'est des choses comme ça qui, en une fraction de seconde, après, tu descends, tu vois bah, des commerçants, des trucs, et tu rencontres des gens et tu goûtes des nouveaux. Enfin, c'est tellement, tellement libérateur, c'est fou, enfin, tout ce que ça t'apporte. Merci en tout cas pour partager des choses très personnelles. Ah bah, Et c'est avec pas tout le plaisir. temps évident non plus. Ouais, mais c'est important aussi ouais, de Oui. passer, parler des moments qui vont pas bien. Mm. Parce que c'est vrai que c'est souvent des choses, hein, j'en parle. Alors, le deuil, j'en parle un petit peu dans le livre, mais j'aime bien parler de ces moments-là parce que c'est vrai que justement, quand j'ai lu cet article sur Libération, je me suis dit, faut pas glamouriser trop. Je voulais pas trop glamouriser le voyage solo, Mm. pas que les gens soient déçus en fait. De dire, voilà, c'est extraordinaire, c'est toujours tout rose et tout. C'est pas toujours tout rose et c'est important d'en avoir conscience. Mais il faut pas. Enfin, il faut savoir que
c'est pas, c'est pas parce que c'est pas tout rose que c'est pas bien. Et moi, ces moments-là m'ont fait du bien. Ces moments de difficulté, qui m'ont demandé voilà, de relâcher, enfin, de lâcher prise, de parfois me sentir pas bien et tout. Ça m'a fait beaucoup de bien après. Un peu comme, c'est désolé pour l'image, mais c'est pas bien, tu vomis, quoi. Ouais. C'est trop Non, bien. non, je pense que tout le monde au moins pourrait se connecter à l'image. C'est ça. Bah, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que tu pourrais pas faire dans ta vie du quotidien. Et Non. je pense que c'est ça aussi, de voyage, de se dire, bah, il y a des moments où en fait ça va être difficile, mais justement ça va te faire trop, trop de bien après. Et ça, tu peux pas le faire dans ta vie, parce que dans ta vie, justement, tu ne vomis pas du coup. Tu es là, t'accumules, 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 et après t'exploses. Et après tu fais une dépression, après tu fais un burn-out, et après tu... Voilà. Et moi, je pense vraiment que ça m'a sauvé de ça. Je suis persuadée aujourd'hui que j'aurais pas fait ça, j'aurais pas eu ce moment-là de bulle de voyage. Je suis sûre que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait après, j'aurais pas pu faire ces... Là, ça fait 3 ans que je suis à mon compte, que je fais plein de trucs. Je suis sûre que j'aurais pas fait tout ça. Et je me serais sûrement enfermée dans une bulle de confort, de sécurité pendant des années. Et puis au bout de 10 ans, je me serais rendu compte qu'en fait, bah, je m'étais enfermée là-dedans parce que c'était le chemin qu'on m'avait donné, parce que dans mes études, on m'a dit, voilà, tu vas être cadre, tu vas gérer une équipe, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et j'aurais pas pris du recul en me disant, bah, en fait, c'est pas ce que je veux. Et ça, c'est cool. C'est au top. C'est au top. C'est vraiment, mais c'est vraiment le message que je veux véhiculer, c'est de sortir du cadre qui nous a imposé. Ouais. Et parfois, on a besoin d'un coup de pouce, en fait. On a Ouais. besoin de savoir que c'est possible, que d'autres l'ont fait. Et par ton témoignage aussi, tout ce qui se passe, ça montre que ça peut être salvateur pour énormément de choses. C'est pas que sortir du cadre, en fait. Totalement. Totalement. Ah bah là, c'est sûr que le voyage solo, tu sors du cadre. Ça, c'est trop cool. Euh, c'est sûr. Euh, j'ai une prochaine question. J'ai plein de questions pour toi. Tu sais que je suis très connectée au cycle, au sacré, au corps, etc. Et j'ai une grande passion à demander aux femmes qui voyagent comme ça et qui vivent des choses un peu en dehors de sa maison, etc., comment elles se sentent pendant leur période de lune, donc c'est-à-dire leurs règles et comment elles le gèrent. Parce Ouais, que, et d'une, je pense que c'est pour moi quelque chose d'énergétiquement énorme, mais je trouve intéressant que chacune donne son point de vue. Et je sais aussi que c'est une grande peur et une crainte de beaucoup de femmes de se dire, mais pendant cette période-là, comment je fais? Je pourrais rien faire, surtout pour celles qui sont très en souffrance ou qui ont une endométriose, etc. Et je voudrais qu'on puisse leur donner des clés et une autre perspective. carrément. Alors, moi, je suis une grande chanceuse. Je n'ai pas de règles douloureuses, j'ai pas d'endométriose. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été assez facile de gérer cette période-là pendant mon voyage. Je dirais que ce qui a été plus pénible, c'est la logistique, en fait. C'est plutôt, voilà, je voulais pas me trimballer avec 30 000 paquets de serviettes hygiéniques. Donc, du coup, bah, j'avais des serviettes lavables. Et je gérais comme ça, en fait. Et c'est vrai que c'était très chiant. Donc, je recommande pas forcément les. Enfin, après, il y en a qui disent que c'est pratique, d'autres pas très pratique. Bah, voilà, ça dépend, hein. Mais de mon point de vue, ça a été très chiant à gérer. Parce que bah, il faut laver tes serviettes, il faut les étendre. Enfin, et dans les auberges de jeunesse, bah, t'as pas toujours des endroits pour faire sécher tes vêtements. Donc, je suis vite repassée aux serviettes pas hygiéniques. Enfin, hygiéniques, pardon, mais jetables. Les serviettes pas hygiéniques, je trouve pas que c'est Ça va être pas hygiénible et pas jetable. c'est ça. Ok, Elles sont hygiéniques et jetables, hein. C'est des torchons, les trucs. c'est une couche. C'est une couche, ouais, c'est ça. Et puis bah, voilà, j'ai géré comme ça en fait. C'est vrai que j'ai cette chance-là vraiment de ne pas avoir de règles douloureuses. Après, par contre, c'est vrai que moi j'ai toujours un peu ce ralentissement généralement. Ça arrive 3 jours avant mes règles. Je sais que j'ai un moment où je me sens un peu ballonnée, où je me sens... J'ai pas d'énergie. Et ça, du coup, moi, ça peut être frustrant pour moi parce que je suis tout le temps pleine d'énergie, tout le temps, j'ai tout le temps envie de faire plein de trucs, tout le temps, voilà. Et du coup, c'est des moments un peu frustrants pour moi parce que je culpabilise de pas être à fond, de pas être pleinement positive, de pas être pleinement machin. Et donc, généralement, bah, je traîne, je fais moins de choses, je reste un peu plus souvent dans le lit, j'ai moins envie de faire de trucs. Et en voyage, je trouve que c'est culpabilisant parce que, enfin, en tout cas, moi, ça me culpabilisait parce que je me dis, attends, t'es quand même à Paros sur une île magnifique et t'as envie de rien faire, quoi. Enfin, franchement, t'abuses, quoi. Et ça m'a fait pas mal culpabiliser. Et donc, je me suis dit, en fait, tu as le droit de pas être bien. Tu vas avoir tes règles dans 3 jours. Tu sais que généralement, cette période-là, t'es pas bien. Enfin, t'es pas bien,
t'es un peu engourdi, un peu pas bien dans ton corps et tout ça, tu te sens pas à l'aise. Donc, bah, en fait, accepte juste que tu vas être un peu molle là pendant les 3 prochains jours. C'est pas grave, en fait. Enfin, t'es là pendant 2 mois. Tu peux relâcher aussi. Tu vas pas tout le temps être à fond, tout le temps. Alors là, je dis ça comme ça, mais au début, c'était super dur. Hein, je pense qu'au bout de. Bah, du coup, j'ai pas eu beaucoup mes règles en l'espace de 2 mois. Je les ai eu 2 fois. Mais la première fois, je me forçais. Je me forçais à sortir et tout. Et du coup, je profitais pas parce que j'étais pas bien. Je me sentais pas bien dans mon corps. Je me sentais pas pleine d'énergie comme d'habitude. Et du coup, bah, je me forçais, je me traînais. Et du coup, je pense que je suis arrivée à un moment donné, où c'était ma 3e semaine de voyage. Je cumulais la fatigue de ça, du corps qui n'était pas pareil que d'habitude. Et en plus, la fatigue mentale, où là, enfin, au bout de 3 semaines, j'ai vraiment senti la solitude. Et je pense que ça devait être lié aussi psychologiquement. Je Mhm. commençais à vraiment sentir la solitude. Ça jouait un peu sur les hormones, à mon avis. Je commençais à pas bien respirer. Et ça, je sais que généralement, moi, c'est quelque chose qui m'arrive. Enfin, je sais pas si d'autres femmes peuvent s'identifier à ça, mais parfois, genre, je sais que je suis pas bien. Genre, je fais de l'anxiété sans m'en rendre compte. J'arrive plus à respirer correctement. Genre, je me dis, ah putain, je vois que je respirais pas correctement aujourd'hui. Et je fais des grosses respirations comme ça. Et voilà, j'ai appris sur moi en me disant, OK, aujourd'hui, tu ne fous rien. Tu restes à l'auberge, tu vas te balader éventuellement un petit peu, mais tu acceptes que, voilà, tu es dans ton cycle où t'es pas bien, où les règles vont pas tarder à arriver, donc accepte de ralentir le rythme, accepte que ça sera pas la joie de ouf aujourd'hui, tu vas pas être en pleine d'énergie, mais il faut aussi savoir relâcher pour mieux repartir après. Et après, généralement, dès que j'ai mes règles, c'est pump it up. Alors là, ça part dans tous les sens, j'ai besoin de faire des trucs, je suis encore pire que d'habitude, il faut que je cours partout et tout. Moi, c'est vraiment ces 3 jours avant, ouais, comme si j'avais un poids sur moi, tu vois, je me sens lourde. Et ouais, pendant les règles, non, il faut que ça bouge, il faut que ça pète, voilà. Donc voilà un petit peu comment moi ça s'est senti dans le voyage. C'était que dans ma vie du quotidien, de rien faire, ça me dérange pas, mais de rien faire pendant mon voyage, ça m'a beaucoup fait culpabiliser. Et finalement, voilà, le premier coup, ça m'a fait ça, vraiment. Et deuxième coup, voilà, j'ai un petit peu plus relativisé les choses, j'ai essayé de pas trop culpabiliser, de réadapter mon rythme, et ça allait mieux là-dessus, quoi. Voilà. Mhm. Un peu plus accepter ta nature cyclique quelque part, quoi. C'est ça, totalement, c'est ça. Mhm. Ok. Si une femme venait te voir là aussi, d'un coup, on avait des questions comme si on était en ligne, en live, et une femme vient te dire, écoute, je voudrais faire mon tout premier voyage solo, mais je flippe. Ce serait quoi? Allez, on va dire les 3 premiers conseils que tu lui donnerais. Alors, faut se limiter à 3, c'est dur. Ben, on peut en faire 15, mais à un moment donné, Ouais, ça sera on va très les long, de renvoyer toute sur ton façon, livre. c'est clair. Mais là, tout de suite, voilà, des trucs qui te semblent essentiels à savoir là que tu peux donner pendant le podcast, ce serait quoi? Ouais. Alors, le premier, je dirais, il n'y a pas besoin de tout plaquer pour faire un voyage solo. Il n'y a pas besoin de dire, allez, c'est bon, je vais partir en Amérique latine pendant 6 mois et je vais plaquer tout, mon job, tout, parce que généralement, il y a ça aussi. J'ai remarqué dans les problématiques, beaucoup me disent, je leur ai dit, mais pourquoi tu te lancerais pas? Il y a l'insécurité, etc. Mais souvent, c'est, ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir que je quitte mon boulot, après que j'en retrouve un, mon appartement, je fais comment, machin. Il y a beaucoup de problématiques logistiques derrière. Et là, je dis, mais en fait, t'es pas obligé de partir 6 mois. Si tu pars 2 semaines, une semaine, même un week-end pour commencer, ça marche aussi, c'est aussi un voyage solo. Et beaucoup se disent, oui, mais non, c'est pas une vraie aventure. Mais, mais je peux te dire que si t'as jamais voyagé seul et que tu te lances ne serait-ce que 2, 3 jours à côté de chez toi, je peux te dire que c'est vraiment une aventure, quoi. Moi, je te jure, Ouais. hein, vraiment, tu pars avec ta voiture capture, tu plies ton siège, tu pars en Camargue pendant 3 jours et t'as jamais dormi tout seul dans ta voiture, je peux te dire que ça va être l'aventure. Hein. T'as pas besoin de avec la Et donc, je le dis à chaque fois et j'en parle dès le début du livre. C'est important de ne pas être dans le stéréotype de la voyageuse solo qui plaque tout, qui... Voilà, je parle pas mal du prix Mange Prix M de Elisabeth Gilbert. Vraiment, voilà, elle plaque tout. C'est une histoire vraie, c'est inspiré de sa vie. Elle dit voilà, j'ai une vie idéale, j'ai un mari, machin, parfait, machin. Et je pars en Europe, en Asie. Elle fait plein de trucs de ouf. Et je dis voilà, c'est pas obligé que ça soit ça, un voyage solo. Pour commencer, si tu as peur et que tu as très envie de le faire,
t'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Alors, ça veut pas dire que si tu rêves de partir à l'autre bout du monde, il faut le faire. Mais si tu as peur, déjà commence à faire ça. Et ça aide de fou. Et tu vois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai une voyageuse solo qui m'avait écrit un message, ça m'a fait trop plaisir. Elle me fait, bah voilà, écoute, moi c'est mon premier voyage solo, je pars à Biarritz. Et elle était à Paris. Et vraiment, bah, c'était toute une aventure en fait, à organiser logistique, etc. Quand tu bouges très peu, en fait, et que t'es pas parti, enfin, tu peux très bien en fait vivre une aventure de fou en partant juste à 2 heures de train, quoi. Et ça, Mhm. c'est vraiment le premier conseil que j'aurais envie de donner. C'est-à-dire, te prends pas la tête. Si tu as vraiment envie de commencer à essayer et que ça te fait vraiment peur, teste quelque part, pas très loin de chez toi, pendant 2, 3 jours. Et après, tu vois. Déjà, ça va te permettre d'appréhender la solitude, de voir un petit peu comment tu te sens quand tu es toute seule avec toi-même, comment tu réfléchis, comment tu agis, comment tu t'orientes, etc. Et après, tu peux partir en Europe, tu peux partir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, au départ, je voulais partir en Nouvelle-Zélande ou au Japon. Bah, je suis bien contente de ne pas y être allée tout de suite pour le premier voyage solo parce que vu comment ça m'a chamboulé, je pense qu'en plus de partir en Nouvelle-Zélande et au Japon, ça m'aurait encore peut-être plus fait peur. Peut-être que j'aurais même pas fait parce que bah, c'était loin. Donc, je pense que voilà, le premier conseil, c'est de pas partir trop loin si vraiment ça te fait peur. Pars déjà pas très loin de chez toi, puis après, tu pourras aller voir plus loin si vraiment ça te tétanise. Je dirais que c'est le premier conseil que je donnerais, enfin, que je donne généralement toujours. Le deuxième, je dirais que n'aie pas peur d'avoir peur. Pas parce que tu as peur que tu n'es pas capable de le faire. Utilise cette peur pour te protéger. C'est totalement normal d'avoir peur, c'est totalement logique, c'est légitime d'avoir peur. Cette peur, elle va t'aider à te protéger de situations où parfois, bah, tu vas dire, OK, là, je le sens pas. Là, je sens que le mec qui me pose des questions, ça me met mal à l'aise. C'est pas normal. Si je me sens mal à l'aise, c'est qu'il y a une raison. Et là, cette peur, elle va t'aider à te sortir de cette situation-là. Donc, il faut se dire que pas parce que tu as peur que tu es nul ou que tu pas capable de ou que tu pas forte. Et ça, je pense que beaucoup l'associent la peur à la faiblesse. La peur, dans le voyage solo, elle t'aide beaucoup à te sortir de situations. Crois-moi. Moi, ça m'a aidé beaucoup à me dire, OK, j'ai peur, mais peut-être que cette peur, il faut réussir à la canaliser aussi, parce que parfois, tu as tellement peur que tu dis non à tout. Et au départ, ça peut vraiment t'empêcher de vivre des trucs trop cool. Mais ça, avec le temps, ça arrive en fait. Au début, tu dis non à tout, puis après, tu commences à dire oui à ce truc-là parce que tu le sens plus, puis oui à ça et à ça. Et ça va arriver avec le temps. Il faut pas se frustrer. Si tu as peur tout de suite et que tu dis non à tout, c'est pas grave. Avec le temps, ça va se décanter avec le temps. Tu vas apprendre à dire un peu plus oui, tu vas apprendre à faire un peu plus confiance et à ressentir les situations dans lesquelles tu peux dire oui et dans lesquelles tu peux dire non. Et moi, au début, je me braquais tout de suite. Et avec le temps, bah, ça a changé. Au bout de 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, je commençais à dire oui à ci, oui à ça. Par exemple, au bout de ma deuxième semaine ou troisième semaine en Italie, il y a un gars qui m'arrête dans la rue et qui me dit, bonjour, je viens de te voir, est-ce que je peux te dessiner? Et là, je dis non, non, j'avais peur, tu vois, qu'il me fasse payer un truc, voilà. Il dit non, vraiment, je suis un artiste, j'apprends à dessiner les gens et je m'entraîne dans les musées et tout, et je t'ai vu et j'aimerais bien, et j'arrête les gens dans la rue pour s'ils sont OK, pour que je m'entraîne, je leur prends juste du temps. Et j'ai dit ouais, OK, bon, j'étais pas trop fiérote, mais je l'ai fait. Et en fait, c'est devenu un super copain. On est resté en contact, on se parle encore aujourd'hui. Et le gars, c'était un amour. Et après, on s'est revus. Il a refait des dessins dans la rue. On a discuté, on a échangé. Et c'était trop cool. C'était une super belle rencontre. Et après ce moment-là, plus en plus, j'ai dit oui. Alors, j'avais peur parce que c'était un mec qui voulait me dessiner. Donc, tu vois, au début, tu dis un peu louche. Voilà. Ouais. Et en fait, pas du tout. Il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée, pas du tout de. Et plus petit à petit, j'ai commencé à dire oui de plus en plus. Puis quand je le sentais pas, je le sentais pas. Tu vois, par exemple, à un moment donné, il y a un gars qui m'a arrêté, qui m'a dit dans la rue, ah ouais, je suis perdu, j'ai perdu mon groupe d'amis. C'était un touriste anglais. Il avait l'air mais tellement, il était loin, hein. Et à mon avis, il avait fumé quelque chose avant, mais il était très très perché. Et je lui dis bah oui, bien sûr. Comment je peux t'aider et tout. J'étais ultra open et tout. Il me dit non, mais là je peux pas te le dire. Il faut qu'on aille dans cette rue pour que je te montre ce qu'il faut que tu me fasses. Je dis non. La phrase est bizarrement tournée, tu vois. Ouais, ouais. Donc bon, là, évidemment, non, tu le sens pas, tu pars. Mais voilà, je dirais que avoir peur, c'est normal et cette peur, faut pas en avoir peur et il faut pas dire que c'est une faiblesse. Cette peur, elle va vous aider à, à faire des choses et à vous sortir de certaines situations. Et il y a cette phrase que j'adore de Io, qui est une des filles que j'ai interviewées, qui voyage seule, qui a créé une application pour les femmes qui voyagent seules, qui dit quand la peur, c'est génial en fait d'avoir peur.
parce que c'est là que tu vis une aventure. C'est quand tu as peur que tu es vraiment en train de vivre une aventure. Si t'as Mhm. pas la peur, il n'y a pas d'enjeu. Alors que Mhm. là, si tu as peur, ça veut dire que qu'il y a quelque chose de nouveau, un défi qui va arriver. Et c'est là qu'il faut justement réussir à aller au-dessus de la peur et d'aller jusqu'au bout. C'est la difficulté, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de la peur. Et le dernier conseil, qu'est-ce que je vais choisir comme dernier conseil? Euh, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais donner comme dernier conseil? On peut Je s'arrêter à dirais... deux aussi, hein, sinon. Ouais, on peut s'arrêter à deux. Je dirais que c'est les deux plus importants, en fait. Les deux plus importants, c'est OK. Ouais, C'est très bien. ouais. C'est les deux plus C'est pour importants. donner un cadre, trois. C'est ça. Et toi, est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré pour voyager solo, pour écrire ton premier livre? Est-ce que Mm. toi, tu as puisé son inspiration quelque part? Ah, ah. Alors, je dirais que ce qui m'a inspirée, c'est les filles que j'ai rencontrées pendant mon voyage. J'avais vraiment l'impression, je me suis dit, je suis un extraterrestre en fait, c'est-à-dire personne ne voyage seul aujourd'hui. Alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'étais vraiment à 1000 kilomètres. Et j'ai rencontré tellement de filles géniales. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et je pense qu'au fond, c'était un petit peu une dédicace à elles aussi, le fait de faire ce livre. Au fond, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai fait le livre, mais elles m'ont beaucoup inspirée. Elles m'ont beaucoup inspirée. Quand j'écrivais, je pensais à ces femmes que j'avais rencontrées. Et je me dis, ouais, c'est un petit peu un hommage à toutes les femmes qui voyagent seules, en fait. Parce que c'est vraiment une communauté, en fait. Les femmes qui voyagent seules, c'est une entraide, c'est la sororité. Tu vois, toi, tu parles beaucoup aussi de sororité. J'écoutais dans ton dernier podcast, et c'est totalement ça. C'est qu'en fait, on s'entraide. Et quand tu vois tous les groupes Facebook qui existent pour aider les femmes à voyager seules, pour se donner des conseils, en fait, tu arrives dans une communauté. Et elles m'ont toutes inspiré beaucoup. Alors, les femmes que j'ai rencontrées, puis aussi les femmes que j'ai interviewées, en fait, pendant tout le livre, elles m'ont tellement inspirée. Et il y en a qui m'ont raconté des histoires tellement belles, des histoires qui m'ont terrorisée. Je reçois encore là, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, une femme qui m'a expliqué une agression qu'elle avait vécue. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais elle est mais d'une force, cette femme, comment elle a fait pour s'en sortir? Enfin, incroyable, une histoire de fou, d'agression. Enfin, elle a réussi à s'en sortir et tout. Ça a duré des heures parce que la personne voulait l'agresser sexuellement. Et pendant des heures, elle s'est battue avec, à main nue, quoi. C'est quand même littéralement, enfin, c'est fou, quoi. Et, euh, et ça a duré des heures et elle s'en est sortie. Et enfin, toutes ces femmes qui m'ont. Ça fait un peu peur quand je le dis comme ça, mais c'est très rare, hein, une femme parmi 70 que j'ai rencontrées, hein. Mais voilà, ça peut arriver. Mais voilà, elles m'ont toutes énormément inspirée. Je pense que c'est vraiment toutes ces femmes-là qui m'ont poussée aussi à l'écrire et elles m'ont toutes énormément inspirée. Voilà. Merci. Est-ce que tu as des ressources qui t'ont aidé? D'autres ressources, des bouquins, des... Quoi que ce soit que tu aurais à partager. Ouais, tout à fait. Il y a un livre que j'ai lu. Alors, je suis désolée, je crois que je me trompe. C'est D'Hauteville, elle s'appelle. Anne-France D'Hauteville, je crois. J'ai le livre là. Ça s'appelle L'Australie, c'est en bas à droite, tout en bas à droite, quelque chose comme ça. Et elle a écrit un. En fait, c'est son récit de voyage. Elle est partie en moto pendant des mois et des mois. Et elle a traversé l'Australie, du coup. Mhm. Et en moto, à l'époque, enfin, c'était totalement voir une femme à moto traverser l'Australie, c'est quand même fou quoi. Et elle raconte tout son périple, tous ces paysages désertiques qu'elle a vus, qu'elle a parcouru pendant des heures et des heures. Et j'ai adoré ce récit, j'ai trouvé extrêmement beau. Il m'a beaucoup touchée et vraiment ça m'a beaucoup inspirée sur notamment comment est-ce que tu vis la solitude, comment est-ce que tu vis avec la solitude. Et j'ai adoré, puis ça parle pas mal aussi bah, d'être une femme qui voyage aussi. Ça, c'est aussi l'objet beaucoup du livre. C'est en fait, voyager seule, c'est une façon pour nous de nous émanciper aussi, de participer à tout ça et de montrer que, voilà, en fait, quand tu regardes sur les étagères des bouquins, enfin, les étagères dans les librairies, il y a 90% de récits de voyage qui sont écrits par des hommes, en fait. En fait, quand tu dois citer une grande aventurière française, ou une grande aventurière tout court, ben, il n'y a pas beaucoup de noms qui nous viennent en fait, parce que on Mhm. pense à Mike Horn par exemple, tu vois, mais on va Mhm. pas penser à d'autres villes, tu vois, alors que elle a fait des trucs de ouf. Donc c'était trop inspirant. Et il y a un autre livre que j'ai adoré. Alors pareil, je me rappelle plus de son nom,
J'ai le livre là aussi. C'est Les femmes aussi voyagent seules. Et pareil, là, c'est un récit où elle parle de son voyage, en fait, de ses voyages qu'elle a fait au Liban, etc. Et elle raconte comment les femmes s'émancipent par le voyage. Donc, elle parle aussi un petit peu de l'histoire des Mm. femmes qui ont voyagé seules, etc. Et voilà, elle parle de tout ça. Enfin, c'était vraiment un livre très cool. Je t'enverrai les Ouais. ressources avec Je le les mettrai en dessous, je le mettrai en dessous du podcast pour les filles qui sont intéressées. Je mettrai les ressources en dessous du Ouais, podcast et des fois sur Google, juste avec le titre, on arrive à bien trouver. carrément. Et enfin, ma dernière question, c'est quoi pour toi une wild woman? Ah, ah. Alors, une wild woman, pour moi, c'est une femme qui ose être elle. Je dirais, c'est une femme ouais, qui ose. C'est le mot oser qui me vient en tout cas quand tu me parles de wild. Pour moi, Mm. c'est oser. C'est oser, oser s'en foutre de ce que pensent les autres et de penser à soi. C'est même presque être égoïste, j'ai envie de dire, enfin, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire penser à soi, penser à sa vie, penser à ce qu'on a vraiment envie d'être pour jamais regretter. Euh, parce qu'on a, bah, là, on en a parlé un petit peu, mais voilà, on est éduqué dans notre système scolaire. Enfin, moi, c'est beaucoup le système scolaire que je dénonce, bizarre. Enfin, voilà, parce que je trouve que c'est le cadre qu'on m'a beaucoup donné à l'école. C'est-à-dire, voilà, Mm. tu es la bonne élève, le syndrome de la bonne élève. Tu es une bonne élève, tu dois être sage, tu dois bien travailler, tu dois enfin, faire des bonnes notes, etc. Et toute ma scolarité, mes études, etc., ça a été ça, en fait. C'est eu ce cadre de, voilà, il faut être gentil, il faut être, voilà. Être wild, du coup, c'est sortir de ce cadre-là. C'est réussir à s'affranchir de ce cadre, de se rendre compte, de prendre du recul sur le cadre qu'on nous incombe, en fait, en tant que femme, et se dire, voilà, moi, je sors de ce cadre, je veux pas rentrer dans cette case-là de la bonne élève, de je suis bien gentille, je fais ce qu'on me demande, je fais ce truc-là, et de dire, voilà, moi, c'est pas ce que je veux être, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de voyager seule, moi, j'ai envie d'être menuisière parce que c'est un métier de mec, ben, je m'en fous. Ben, moi, je veux être menuisière, je veux être menuisière. Ou alors, voilà, je veux vivre seule, je veux pas avoir d'enfants. Et ben voilà, je m'affranchis de cette case-là, en fait. Pour Mhm. moi, c'est ça la wild woman. C'est celle qui sort de cette case de la bonne élève qu'on lui a demandé, qu'on lui a toujours demandé d'être, et qui arrive à oser, à être la personne qu'elle a envie d'être, qu'elle a envie, voilà, qu'elle s'épanouisse en fait dans cette vie-là. Pour moi, c'est ça. Merci. Donc, on va s'en venir à la fin de cette interview. Ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. Je pense que c'est un bon format. Merci infiniment pour tout ce que tu as partagé. Avec C'est grand plaisir. intéressant d'avoir un autre point de vue, intéressant de voir des mots que je peux prononcer dans la bouche de quelqu'un d'autre. Moi aussi, je me rends compte que je suis pas complètement tarée. Si on veut suivre tes aventures, trouver ton livre, on peut passer par ton Instagram, par exemple, Vraiment, ouais, Voyageuse Solo, tout à fait. et trouver ton livre qui s'appelle Voyageuse Solo aux éditions Kiwi. C'est ça, exactement, tout C'est à ça. De fait. toute façon, il est à la Fnac, il est dans les librairies, on peut le commander facilement, tout C'est ça. ça, exactement, ouais. Juste pour info, moi je l'ai commandé sur Amazon, c'était hyper facile. Ah ouais, c'est vrai qu'il est Voilà, disponible sur Amazon je le aussi, donne, ouais. voilà. Bon, après, il y en a qui me disent ouais, Amazon et tout. Oui, bon, bah là, j'ai fait comme j'ai pu, j'avais très peu de temps. Donc Ouais, voilà. Je mettrai les coordonnées de Chloé aussi en dessous du podcast. Comme ça, vous pourrez la suivre sur Instagram. Et puis, bah, peut-être si tu traites toutes les autres données, tu arriveras à faire un volume 2. carrément. Carrément, on me demande beaucoup. Alors, plus de galères, plus de challenges, plus de C'est- plaisir. Tu vois. Je pense que ça pourrait être le résumé du prochain livre. Ah, ça pourrait également. N'hésitez Euh, pas à m'envoyer des messages s'il y a besoin. Enfin, moi, j'adore recevoir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui osent pas forcément, mais j'en reçois toutes les semaines des messages de femmes qui veulent voyager seules, qui me posent des questions. Il ne faut pas hésiter. Je le fais vraiment avec grand plaisir. Vraiment. d'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci à Merci toi. à toi, Karine, pour l'invitation. C'est trop cool d'échanger Merci. là-dessus. Ça fait trop plaisir. Avec grand plaisir. Belle fin de journée. Merci, toi aussi. Euh, voilà. Donc déjà, pouf, j'ai arrêté l'enregistrement. Parfait.